Bonsoir. Malgré le bac, malgré les appels à la raison, rien n'y fait. La grève à la SNCF est reconduite pour 24 heures de plus par la CGT, par Sudrail, qui proteste contre la réforme ferroviaire qui doit être débattue demain à l'Assemblée nationale. 7e jour d'un conflit qui commence à coûter cher, qui commence à énerver. Et le gouvernement apparemment est bien décidé à aller jusqu'au bout. Alors en ce qui concerne les cheminots, que ce soit les cheminots, que ce soit les intermittents, la réforme peut-elle rester à quai? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors les cheminots, les intermittents, la réforme peut-elle rester à quai? Va-t-elle rester à quai? Dites-le nous tout de suite sur le compte Twitter des décodeurs de l'écho, l'adresse mail également, les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Oui, grâce aux décodeurs de l'écho, on va tout vous expliquer ce qu'est cette réforme ferroviaire justement, quelles en sont également les implications et justement le conflit. Les grévistes sont-ils des jusqu'au boutistes? Que veulent-ils exactement? Nous vous redonnerons donc les grandes lignes de la réforme. Est-ce que le gouvernement joue sa crédibilité? Très important également, Manuel Valls, est-ce qu'il a raison de tenir une ligne ferme? Est-ce que le dialogue social est en train de dérailler? Va-t-il y avoir une contagion? On en reparlera. Nos décodeurs de l'écho, il y a Nassima Baron, spécialiste du ferroviaire, professeur à l'université de Paris-Est et à Sciences Po. Véronique Jérôme, elle est polito-économiste, vice-présidente d'Élections Scope. Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Stéphanie Lecoq, également directrice des études à l'Institut supérieur du travail, que dirige Bernard Vivier. Et puis tout à l'heure, à 20h, débat entre, d'une part, Alexis Corbière du Front de Gauche et l'économiste de l'Institut de l'entreprise, Alain Fabre. Ce sera donc dans 3/4 d'heure environ. Alors, le conflit de la SNCF, quand même, on y revient, c'est au cœur de l'actualité de ce lundi. C'est le premier aussi important depuis le début du quinquennat de François Hollande. Il est bien rentré sur la scène politique, avalanche de réactions, comme nous l'explique Jean-Baptiste Huet. Si la grève à la SNCF a plutôt tendance à fédérer une majorité de voyageurs en colère, elle divise en revanche la classe politique française. Maintenant 6 jours que les cheminots protestent contre la réforme ferroviaire qui, selon eux, ne va pas assez loin, un mouvement social difficilement compréhensible, c'est ce que dit le Premier ministre Manuel Valls. Je regrette profondément que cette grève continue parce qu'on n'en voit pas le sens, alors que le dialogue est maintenu, que la porte du gouvernement reste ouverte. À droite, dans une UMP actuellement en pleine recomposition, on entretient un certain flou artistique. Luc Châtel, le nouveau secrétaire général intérimaire, pourrait presque passer pour un soutien de la CGT. Nous pensons que c'est une mauvaise réforme parce qu'elle revient sur une logique qui consiste à séparer l'organisateur des réseaux et l'opérateur. Nous sommes favorables à la concurrence. Nous ne le voterons pas. Son collègue UMP Xavier Bertrand a une toute autre analyse. Même si ce texte n'est pas parfait, je ne voterai pas contre et je ne demande pas le retrait de ce texte. Par contre, ce que je demande, c'est aux grévistes de bien comprendre qu'ils sont dans une impasse. Dans les rangs du Parti communiste, on soutient le mouvement sans réserve, à l'image de Pierre Laurent, le secrétaire général. Écoutez, je sais qu'on essaye de monter les Français un peu les uns contre les autres. Il y a beaucoup de campagnes contre les cheminots, mais ils posent des problèmes très précis. Et tout le monde reconnaît que ces problèmes existent. Et le projet de loi n'est pas satisfaisant en la matière, donc les cheminots demandent à mieux travailler. Au Front National, Marine Le Pen préfère voir dans cette réforme ferroviaire la main de Bruxelles. Le gouvernement sait donc parfaitement dans quoi il engage la France. En se soumettant une fois de plus à Bruxelles, il est en train de tuer un grand service public essentiel à la cohérence territoriale et à l'économie de notre pays. Autant je comprends les travailleurs de la SNCF qui expriment leur colère, car ils se sentent trahis et impuissants face à la destruction en cours de notre beau service public, mais je n'approuve pas les syndicats. CGT en tête. Le mouvement semble toutefois un peu s'essouffler, la participation est en baisse aujourd'hui. En attendant, la grève est reconduite pendant 24 heures. Enfin, c'est demain que doivent commencer les premières discussions sur le texte à l'Assemblée nationale. Voilà, explication de Jean-Baptiste Huet. Alors Nassima Baron, spécialiste du ferroviaire. Pourquoi ce conflit? On va repartir du début. Vous allez nous expliquer, mais vraiment le plus simplement possible. C'est un petit peu la réforme ferroviaire pour les nuls. Qu'est-ce que prévoit ce texte
Alors Fabrice, quand vous achetez un billet de train, vous l'achetez à la SNCF. Donc pour les Français, oui. La SNCF, c'est le train. C'est plus compliqué. Depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans, s'est mis en place un système avec un opérateur de transport qui s'appelle la SNCF et un gestionnaire d'infrastructure qui s'appelle RFF. Donc c'est pour rentrer un petit peu dans les clous d'un règlement européen qui est déjà assez ancien, qui a même une bonne vingtaine d'années. Et que nous avons mis du temps à mettre en œuvre parce qu'en France, les choses prennent du temps, on va dire. Ce qui est sur le projet de loi, qui est sur la table depuis le 16 octobre dernier, donc les gens ont eu le temps de regarder, quand même de lire, c'est qu'il faut réorganiser cette double organisation, Réseau ferré et SNCF. L'idée, c'est de regrouper dans un établissement public industriel et commercial qui s'appelle SNCF Unifié, un groupement ferroviaire unifié et intégré, la partie qui fait les quais, les lignes et la partie qui va opérer le train, avec une différenciation nouvelle, d'un côté SNCF Réseau, de l'autre côté SNCF Mobilité. L'enjeu derrière, c'est que l'opérateur d'infrastructure, donc des lignes RFF, soit réarticulé avec ceux qui mettent en œuvre ce service, notamment SNCF Infra. Oui, alors quand même, il y a 20 ans, on avait séparé donc ces deux missions finalement. Oui, pourquoi est-ce qu'on avait séparé et pourquoi est-ce qu'on y revient 20 ans après? Je comprends pas là. Alors, bon, là, il y a des paquets de règlements européens qui sont mis en place depuis le milieu des années 90 qui visent à organiser cette séparation entre l'infrastructure et l'opérateur comme toutes les industries de réseau. On est bien d'accord qu'il y a plusieurs métiers pour finalement. L'électricité par exemple. Par exemple, même pour Internet si vous voulez. Donc, séparer le métier de gestionnaire d'infrastructure qui crée des nouvelles lignes, qui entretient un réseau, c'est un véritable métier d'un côté, et de l'autre côté, ouvrir à la concurrence, puisque c'était l'idée, et permettre à de nouveaux entrants, des entreprises françaises ou des entreprises internationales, de répondre à des appels d'offres émanant, par exemple, pour les régions, pour le train régional, des régions qui sont des opérateurs. Le transport de voyageurs en l'occurrence, voilà. 2019 de mémoire. Voilà, donc les régions sont des autorités organisatrices de transport et dans un futur qui n'est pas très lointain maintenant, elles auront la possibilité de confier à une autre structure que notre SNCF, la légation de services publics de ligne. Il n'y a pas une histoire de dette également? Oui, alors... de 40 milliards, 44 milliards pour le secteur ferroviaire en France. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, parce que cette dette n'est pas récente non plus, on avait séparé infrastructure et opérateurs de transport, RFF, SNCF, en se disant que RFF allait porter cette dette et que la SNCF allait être dégagée de ce poids et se tourner vers de nouveaux métiers et de nouvelles formes d'activité. Cumulé aujourd'hui, fin 2013, on en est à plus de 41 milliards, effectivement. De toute manière, c'est lourd. RFF est toujours déficitaire et la SNCF n'est pas extrêmement bénéficiaire. On a différencié, on a mis des filiales, on peut parler des gares, on peut parler de Géodis, on peut parler du fret. On a noyé la dette en fait. Il y a des activités qui sont plus ou moins rentables. Oui, c'est ça, Emmanuel Le Chypre. La grosse dette La grosse dette, elle est chez RFF, mais l'idée qui présidait à l'époque, c'était un peu de s'inspirer de ce qui avait été fait pour le Crédit Lyonnais, c'est-à-dire, vous savez, vous cantonnez la dette. Une structure de défaisance, comme on dit, une patte banque. Et on s'était dit, on va mettre ça chez RFF. Le problème. En clair, c'était ça. Il y avait un joli tapis, on soulevait le tapis, on mettait la poussière dessous et on refermait le tapis. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça, en fourbe. Et donc, effectivement, depuis, on a les deux. Alors, honnêtement, il y a 7 milliards de dettes qui sont chez SNCF, mais enfin, c'est vraiment pas grand-chose, ça compte pas. Et effectivement, ce qui compte, c'est les presque 35 milliards de dettes chez RFF, et dont la moitié est imputable à la création de lignes à grande vitesse, dont personne n'a jamais été vérifié l'utilité, la rentabilité. On nous a dit, c'est bien, c'est bon pour la France, c'est bon pour ceci, c'est bon pour cela, mais jamais personne n'a calculé le coût de ces lignes, dont la construction a souvent été quasiment entièrement financée par l'emprunt. On a entendu Marine Le Pen, la présidente du FN, juste à la fin du sujet de Jean-Baptiste Huet, qui tense une nouvelle fois, comme elle sait le faire, Bruxelles. Cette réunification, elle nous est demandée par l'Union européenne, Nassima Baron? Si vous voulez, tous les pays européens ont fait évoluer leur système ferroviaire à partir d'une entreprise qui a souvent été refondée après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il a fallu réorganiser, d'ailleurs un réseau qui avait beaucoup souffert fatalement pendant le conflit. Donc chacun des pays, il y a des voies. Les Italiens ont choisi un système dans lequel ils stratifient vraiment les grandes lignes, les petites lignes, les grandes gares, les petites gares, le privé, le public. Les Allemands, ils se sont appuyés sur les Länder.
qui ont, j'allais dire, pris. Alors, ils avaient aussi énormément de travail. Ils avaient 2 pays à réunifier, Berlin à réunifier, un réseau complètement hétérogène. Ils ont fait un énorme travail avant nous. Ils sont partis plutôt depuis 1994. Ils lancent cette réforme ferroviaire. Et les Länder ont quand même aujourd'hui un bilan assez positif. Ils ont permis l'augmentation de la part modale, c'est-à-dire que plutôt que les bouchons automobiles dans les grandes villes allemandes qui existent aussi, c'est plus 55% de trafic voyageurs, c'est plus de trains, c'est augmenter l'offre. Ils croient dans l'avenir de l'activité ferroviaire comme service public. Oui. Les Anglais, ils sont en train de construire de nouvelles lignes parce qu'ils articulent aujourd'hui leur pays avec la grande vitesse. Ils sont venus un petit peu tard à la grande vitesse, à part Londres. Eux, ils réfléchissent aussi avec du capital privé, des fonds qui rachètent des actifs. Stéphanie Lecoq, donc de l'Institut supérieur du travail. Alors, quelles implications pour les cheminots? Que veulent également les cheminots grévistes? Pourquoi cette protestation donc de 2 syndicats, entre autres, CGT et Sudrail principalement Clairement de 2 syndicats. Oui, de 2 syndicats, voilà. Je n'ai pas dit entre autres, c'est principalement. Il y a 4 organisations syndicales représentatives à la SNCF, qui sont donc les 2 syndicats réformistes, on a l'UNSA et la CFDT, et les syndicats plutôt, en tout cas on le voit actuellement, révolutionnaires, qui sont, voire anarcho-syndicalistes, qui sont Sud, Rail et la CGT. Finalement, ils s'aperçoivent de quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Les témoignages nous disent quoi? Nous disent qu'effectivement, on a mis pas mal d'argent sous le tapis. Si on ressort ce qu'on voit sous le tapis et les 41 milliards d'euros, on se dit oui, mais si on fusionne finalement, si on fait un groupe, les salariés de la SNCF vont payer pour les erreurs faites. À la limite, on peut se dire ça pour RFF. Ce qui fait que du coup, il y a 2 mouvements en claire opposition. Bon, c'est typique du syndicalisme français. On a de toute façon les réformismes d'un côté, les révolutionnaires de l'autre. C'est un moyen d'arriver à la négociation, l'oublions pas. Bon, là, c'est par le conflit qui dure et qui se durcit clairement, qui voire se radicalise. C'est un mouvement qui est suivi ou pas? Parce qu'on a du mal à un peu avoir des chiffres, Stéphanie Lecoq. Il a bien diminué depuis mardi dernier, le jour où il a commencé, où on n'en est plus qu'à entre 14 et 10%. 14%, c'est un chiffre qui veut dire beaucoup et qui veut rien dire à la fois, parce que 14%, on peut se dire c'est peu. C'est peu. C'est pas avec 14% que la grève va être Mais sont beaucoup les conducteurs et les contrôleurs. Mais voilà, ils ont bien choisi les secteurs d'activité. Et là-dessus, ils sont très rudes. Et si un train sur 5 ou un train sur 2 fonctionne, en pleine période, ou le RER, parce que le RERB est bien stoppé également, ils ont quand même choisi là où ça fait mal. Et le souci, c'est que on a vraiment un problème de conflit entre le droit de grève, qui existe depuis 1864, qui existe cependant d'ailleurs avant 1884, qui finalement ouvre le droit syndical et le droit de négocier. Donc on est dans un historique de lutte sociale. Et ça perdure de temps en temps. Et en 2014, dans la fonction publique et dans le service des transports, clairement, ça perdure. C'est là où le nombre de jours de grève est le plus important. Oui, Emmanuel Le Chypre, et puis on y revient dans un instant. J'ai beaucoup de questions à vous poser, vous les décodeurs de l'écho. C'est intéressant de regarder qui fait grève. En fait, qui fait grève aujourd'hui, c'est les bastions politiques les plus durs, c'est-à-dire le Sud-Est, et les conducteurs. Grosso modo, mais le corps de l'entreprise SNCF ne fait pas grève, ne soutient absolument pas ce mouvement. Donc on est bien face à un mouvement de 2 organisations qui n'ont absolument finalement que des ambitions là-dedans, qui sont des ambitions corporatistes. En gros, ce sont 2 organisations qui se font une concurrence absolument terrible. Une lutte d'influence entre Sud et CGT. Donc il y a la CGT qui ne veut pas lâcher de son influence et qui donc se laisse entraîner dans la surenchère par une direction qui ne sait plus elle-même trop où elle va sur le plan de la stratégie nationale. La CGT, c'est un syndicat qui sait plus tellement, c'est un syndicat à la dérive, qui sait plus où il va, qui n'a plus vraiment d'épines dorsales intellectuelles. Jusqu'au boutiste, là, justement. Et du coup, bah oui, parce que du coup. 35%. Oui, d'accord, qui fait 35%, mais qui, concrètement, avec sa nouvelle direction, est une direction qui ne s'est pas remis
la crise de succession qui avait été ouverte après le départ de Bernard Thibault. Concrètement, il n'y a pas de ligne vraiment aujourd'hui à la CGT, et donc elle se laisse entraîner effectivement par Sud, qui est un syndicat qui n'a qu'une ambition, c'est de gagner des partisans pour essayer de devenir un syndicat représentatif. Mais voilà, c'est une grève qui n'est absolument pas représentative aujourd'hui de l'état d'esprit de l'entreprise. Eh bien, on écoutera pour recommencer Laurent Berger, le numéro de la CFDT, d'ici 2 minutes sur BFM Business, les décodeurs de l'écho. Cheminots intermittents, la réforme va-t-elle rester à quai? C'est la question qu'on se pose, qu'on vous pose. À tout de suite sur BFM Business avec nos décodeurs.